Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. Il est de notoriété publique que les vacances scolaires sont des moments privilégiés choisis par les apprenants pour se laisser aller aux tentations. De nombreux jeunes s'illustrent par des comportements qui frisent l'immoralité. Et les concerts, voire les manifestations culturelles organisées ça et là ne font qu'encourager ces mauvaises pratiques. Mais alors, que faire pour éviter que vacances ne riment avec dépravation des mœurs? On en parle dans le décryptage avec les confrères. Et dans le dossier de la semaine, on s'intéresse à la culture de l'igname. Vous le savez, depuis le 15 août dernier, la nouvelle igname est sortie. Et au-delà de son rôle socio-économique dans la sécurité alimentaire, ce tubercule joue également un rôle important dans l'activation des identités géoculturelles, notamment dans les zones traditionnellement productrices où sa consommation est fortement ritualisée. L'igname, quelle portée cosmique, voire même anthropologique? On en parle avec notre invité. C'est donc parti pour 52 minutes d'émission. Merci de prendre le vol. Tout de suite, le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week-Echo. Un mois déjà que les vacanciers sont à la maison à la charge des parents. Si cette période est pour les élèves une occasion de loisirs et de détente, pour les parents, c'est une période de grosses dépenses. Entre augmentation du budget familial et cherté de la vie, que faire? C'est un sujet de Elvis Tiakber Renouéha, présenté par Ulvaïs Balogun. En cette période de vacances scolaires, les écoliers et élèves éprouvent beaucoup de plaisir à rester à la maison. Un bonheur qui très tôt devient un casse-tête pour les parents. Pour cause, l'augmentation des dépenses engendrées par la présence permanente des vacanciers à la maison. Un enfant qui a l'habitude de manger 2 fois par jour pendant les vacances, 4 fois, même à 5 fois. Et c'est difficile pour les parents avec le bec salaire, avec tout ce que nous faisons, on s'échine. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça devient casse-tête. Les enfants peuvent manger à tassi. Au lieu de prendre 200 pour aller payer du riz au bord de la voie, on paie 1 kilo de riz, on essaie de préparer ça à la maison et tout le monde mange. Et le reste, papa est venu le soir aussi manger. Si, pour bon nombre de foyers, vacances riment avec augmentation du budget familial, une réorganisation financière est de mise. Les parents doivent assumer leurs responsabilités pendant les vacances. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les finances de telle sorte que ce qui est dépensé d'ordinaire soit réduit au moins de 3 quarts. C'est-à-dire, si vous donnez 150, on peut avoir 100 francs pour les enfants et leur dire que pendant cette vacance, ils doivent tout faire pour que ces dépenses-là suffisent à leurs besoins essentiels. Surtout, ne pas permettre aux enfants de faire la divagation financière. Parce qu'il y a des enfants qui vont dire « nous allons acheter des jouets, des ceci, de ceci ». Non. Entre hausse des charges quotidiennes liées à l'électricité, l'eau et à la popote, il est conseillé de planifier les vacances pour éviter les surprises désagréables. En cette période où les enfants même ont commencé les cours de vacances, c'est d'assurer une bonne gestion des vacances pour les enfants. Cela leur demande d'accroître plus leur vigilance à l'égard des enfants, d'assurer les soins, notamment la nourriture. Il faut que les enfants se nourrissent bien, il faut qu'ils prennent des aliments chauds en cette période de fraîcheur, les aliments azotés, les protéines pour préparer l'organisme à résister à la fraîcheur, à résister aux attaques externes pour qu'à la rentrée, on ait des enfants plus ou moins préparés intellectuellement, mentalement à cette rentrée-là.
Orienter les enfants vers des colonies ou des camps de vacances ou encore initier les plus âgés au monde professionnel via les boulots de vacances. Voilà entre autres façons de faire sereinement face à la hausse systématique des dépenses en temps de vacances. Voilà qui peut vous donner le sourire quand il vient à bonne date. Le salaire est un droit qui revient à l'employé après avoir rempli sa part du contrat qui le lie à l'employeur. Mais comment le travailleur jette-t-il son salaire? Peut-il fructifier son argent en étant salarié? Les réponses à ces interrogations dans ce reportage de Ariane Da Silva. Le salaire, c'est une rémunération que le travailleur perçoit pour avoir participé au travail dans le cadre d'un contrat qui le lie avec son employeur. Et le salaire est encadré par la loi. Quand on arrive à établir la relation de travail entre un employeur et un employé et que la rémunération n'est pas à la fin de cette relation de travail, l'employé a le droit de saisir les juridictions compétentes pour réclamer le versement de ce salaire-là. L'employeur ne peut pas infliger des amendes à l'employé. Avant d'être perçu par le travailleur, le salaire est calculé et ce calcul prend en compte plusieurs paramètres. Le salaire de base est déterminé en prenant en compte les compétences ou le diplôme. Le salaire de base s'obtient en prenant par exemple le taux horaire fois le nombre d'heures de travail. Maintenant, à côté, vous avez les indemnités et puis des primes. Par exemple, quand vous prenez les fonctionnaires, le salaire c'est déterminé en faisant par exemple ce qu'on appelle l'indice multiplié par le point indiciaire. Salim travaille dans le domaine des BTP. Il ne perçoit pas un salaire mensuel. Il a plutôt des revenus qu'il gère selon ses priorités. Je paie les scolarités des enfants, je gère la famille. Ça me permet aussi d'épargner quelque chose. Il faut mettre d'abord à l'aise la petite famille. Maintenant, c'est après cela que vous pensez à vous. Si vous êtes en location, vous devez impérativement payer le loyer. En dehors de ça, ce que nous appelons souvent la ration alimentaire, il faut prévoir quelque chose pour la santé des enfants. Donc il faut prévoir aussi quelque chose dans le déplacement et mettre quelque chose à côté. Ils sont unanimes. La rémunération, qu'elle soit mensuelle, hebdomadaire ou même journalière, sert en premier à mettre sa famille à l'abri du besoin et à épargner. L'épargne qui, selon des spécialistes, doit être investie pour assurer des revenus plus confortables. Par exemple, vous avez construit une maison de 8 pièces. Et si une pièce rapporte 50 000, ça fait banalement 400 000 le mois. Vous avez pris un prêt pour construire cette maison. Si vous devez travailler pour rembourser ce prêt, c'est un mauvais investissement. Les 400 000, si vous devez faire un bon usage, vous irez louer une maison vous-même qui vous coûte mensuellement 200 000. Et il va rester 200 000 de l'autre côté. Peut-être que votre banquier vous demande un remboursement de 2,5 millions. Les 200 000 fois 12, ça veut dire 2 400 000. Ça veut dire que ce que la maison rapporte vous permet de payer vos loyers et de rembourser la banque. Au terme du remboursement, la maison vous revient et les loyers que vous allez prendre vont vous permettre encore de prendre un nouveau prêt. Une façon de faire que les spécialistes appellent éducation financière. L'objectif est de renforcer les comportements favorables à l'épargne, à la prudence en matière de dépenses et à un choix raisonné en matière d'emprunt. Autrefois, il était très aisé de voir des réparateurs de vélos aux abords des voies à Cotonou. Les quelques-uns qui exercent encore le métier sont comptés aujourd'hui au bout des doigts. À quoi cette disparition progressive est-elle due? La réponse dans cette enquête réalisée par Arnaud Kodjo Adadja. Si je suis venu ce beau matin, c'est parce que je veux réparer mon vélo pour mon enfant. Je suis venu pour réparer les vélos gâtés de mes enfants. La chambre est gâtée, le pneu est gâté. L'autre, il y a les pédales qui ne sont plus en forme et puis aussi les maillots qui ne sont plus en forme. Ils viennent de Bedromede et de Kokokodji en quête d'un réparateur de vélos à Cotonou.
C'est finalement ici, derrière le stade général Mathieu Kérékou, que ces hommes peuvent s'offrir la chance d'une seconde vie au vélo. Il y a encore quelques années, on pouvait voir partout des réparateurs de vélos. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Néanmoins, celui-ci s'est accroché et prend bien soin de son travail. Pourra-t-on dire que la multiplication des motocycles sonne le glas des réparateurs de vélos? Sans une certitude dans la réponse, on est tenté de dire de cet atelier qu'il est l'un des tout derniers qui résiste encore à la disparition du métier dans la ville de Cotonou. Difficile de trouver des enfants pour nous assister. On constate que ceux à qui on a appris le métier ne les aident plus. Beaucoup sont devenus des conducteurs de semi-gens. Comme raison, ils estiment qu'il n'existe plus de clients pour exprimer le besoin de faire réparer des vélos. Si cette déclaration confirme la difficulté de trouver un réparateur de vélo à Cotonou, au même moment, cela rend facile les affaires pour cet homme. Le moindre désir de commande de réparation commence déjà par 1500 francs chez moi. Et je prends bien soin du travail pour que tu sois satisfait. Étant dans ce métier depuis toujours, ce réparateur de vélo a pu s'offrir sa voiture et un conducteur pour le conduire après son accident de circulation. Lui, par exemple, il maîtrise son travail et quand il te fait le travail, vraiment tu es satisfait. C'est pour ça que je suis venu ici. On aura toujours besoin des réparateurs de vélos parce que les enfants, avant d'en arriver sur les motos, ils doivent savoir comment pédaler les vélos d'abord avant d'en arriver là-bas. À l'ère de la dualité dans la formation, il reste aux formateurs des lycées et collèges d'intégrer la formation au métier de réparateur de vélo dans leur programme pour aider le métier à renaître tel un phénix de ses cendres. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Et dans la suite de cette émission, après le mini-journal, vient le tour de la revue de presse économique. Cette semaine, Martial Betorou a parcouru les quotidiens. Un réel plaisir de vous retrouver, chers amis de la revue économique. Compact régional Bénin-Niger, le Bénin gagne gros. La presse du jour nous informe que grâce au dynamisme du gouvernement de la rupture, le tronçon Boykonda-Sazoumé sera rétabli. Le comité de pilotage du Compact régional Bénin-Niger par le Millennium Challenge Corporation conduit par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a tenu avec les États-Unis d'Amérique un atelier de négociation. Des jours heureux sont prévus donc pour ce projet qui sera soumis au conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation en septembre 2022. Démantèlement d'un réseau de faux vendeurs de parcelles à Djougou, le présumé chef de gang capturé. Le potentiel nous informe que les éléments du commissariat de Djougou 3 ont mis fin à la cavale du chef de gang qui s'est entre-temps enfui. Cet individu sans foi ni loi serait présenté comme un clébé des douanes. Selon le quotidien, il serait le cerveau d'un réseau de vente de parcelles d'autrui. Leur mode opératoire consisterait à présenter aux éventuels acheteurs de faux propriétaires terriens. Il sera présenté au procureur dans les prochains jours. Parlons culture à présent. Fraternité nous informe sur une collaboration entre la direction de la formation et des affaires culturelles d'EFAC et le laboratoire des arts contemporains pour révéler le Bénin à travers la culture. Il sera question d'accompagner les acteurs de la culture pour un meilleur rendement. Un autre point important de ces échanges est d'asseoir un programme de réalisation des projets en vue d'accompagner le secteur de la culture, dit Fraternité. Actualité sportive à présent, Mathurin de Chacus reconduit à la tête de la fédération béninoise
de football pour un nouveau mandat de 4 ans, relève le journal L'événement précis. Gaskiani Info renchérit l'information en précisant que Marturin de Chacus a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de football à l'unanimité. La Nouvelle Tribune revient sur l'information en donnant les noms de la liste des nouveaux membres de la Fédération du football béninois. Le Quotidien ajoute que la première intention de l'ancien et nouveau président serait de remplacer le surnom des écureuils du Bénin en guépard. Un courrier a même été déjà adressé au ministre de tutelle pour une autorisation de changement de nom de l'équipe nationale, ajoute-t-il. Fin de cette revue économique. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. En plateau avec moi pour en parler ce matin, il est dans la peau de l'invité aujourd'hui, Alain Sotoué, bonjour. Bonjour Ilvaïs Balogun, bonjour chers amis téléspectateurs. À côté de Alain, il y a Mathieu Darandé. Mathieu, bonjour. Bonjour Ilvaïs, merci bonjour aux amis téléspectateurs. Alors, chers confrères, vous avez certainement fait le même constat que moi, que durant les vacances, les jeunes se permettent tous les luxes. On dirait que ce sont des moments de libertinage, notamment pour les jeunes. Alain, déjà, comment est-ce que vous analysez ce fait? C'est vrai que les vacances, a priori, sont des moments, des périodes où il faut se reposer, il faut se défouler, il faut décompresser, il faut se détendre. Il faut donc faire des expériences, mais il faut faire très, très attention. Vous avez fait un bon constat et je pense que la plupart des Béninois, la plupart de ceux qui nous suivent ont fait le même constat. Mais voilà des moments de réjouissance, mais qui finissent par des séquelles. Rien ne nous dit que c'est tous ceux qui sont partis en vacances qui reviennent à l'école, notamment les filles. Parce que la dépravation dont vous parlez, elle est notoire, elle est visible. Allez sur nos plages, voyez les fêtes qui s'organisent. Même entre adultes, la question se pose. Ce n'est pas que les vacanciers. Et donc, l'autre question que moi je me pose, c'est de savoir, mais est-ce que les enfants, est-ce que les jeunes que nous observons dans ces comportements ont des modèles? Si les jeunes n'ont pas de modèle, il va de soi qu'ils se comportent comme ils se comportent là. Regardez un peu comment les enfants s'habillent. On parle généralement des filles, mais il y a aussi que les garçons se sont mis dedans avec des pantalons qui descendent sur les fesses et on voit les dessous. Or, dans notre culture en tant que Béninois, on dit Sunu Klebeno, donc un homme courageux, un homme brave. Un homme qui est véritablement un homme ne doit pas sortir de sa maison, se mettre dans la rue et être dépravé. Ce n'est pas normal. Cela ne nous ressemble pas, cela ne transmet pas, cela ne fait pas transparaître la culture qui est la nôtre. C'est ça. En fait, ce sont nos valeurs qui sont ici bafouées. Mathieu, je vous pose la même question. Comment est-ce que vous expliquez le fait que les vacances soient devenues des moments de haute dépravation? Merci. Je crois que la question a déjà été évoquée tout à l'heure par Alain. Il s'agit d'un drame. D'un véritable drame que nous vivons. Et la question que moi j'ai l'habitude de me poser tout de suite, c'est de savoir si les gens que nous rencontrons dans nos rues sortent effectivement d'une maison, s'il y a effectivement des parents qui autorisent un certain nombre de choses et quels sont les modèles sur lesquels nous calquons désormais l'éducation de nos enfants. C'est un problème, et un sérieux problème qui se pose dans la société, de sorte que j'en arrive à me demander si, après la génération de ceux qu'on appelle aujourd'hui un peu adultes, on aura quelque chose de potable à laisser. Est-ce qu'il y aura encore des choses à vendre, des choses à exposer, puisque désormais tout est exposé dans la rue. Ce que nous observons et ce que nous vivons, moi, je l'assimile déjà au fait que, vous saviez, de mon temps,
pendant les vacances, on quittait la ville pour aller au village. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a seulement quelques années derrière nous, on quittait la ville pour aller au village. Et pour aller se ressourcer, pour aller prendre contact avec la grande famille. Et pour aussi, c'était aussi l'occasion d'inculquer un certain nombre de valeurs traditionnelles, valeurs morales. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que le mouvement a changé de sens. Plus personne ne veut aller au village. On préfère débarquer tous ceux qui sont au village dans la ville pendant les vacances. Et les esprits faibles en arrivent facilement à copier le faux modèle qui se présente au niveau des villes. Et c'est ça qui occasionne tout ce que nous observons là. Alors, Alain a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que le phénomène s'observe également au niveau des grandes personnes qui sont censées éduquer les plus jeunes. Mais c'est tout à fait normal et moi je me dis que c'est peut-être la phobie des réseaux sociaux ou la maladie des réseaux sociaux qui envahit notre société et c'est dangereux parce que, écoutez, si vous vous habillez de chez vous et que ni papa ni maman ne sont capables de vous redresser, de vous demander d'aller rapidement changer votre habillement, vous avez quel autre modèle à copier? Et ça, je l'assimile également à la démission des parents, à la déconstruction du cercle familial. C'est ça la principale question qui se pose aujourd'hui dans notre société. Si maman, en sortant, met un truc, je ne sais pas comment, il a un destroy, qui est découpé un peu partout, et qu'elle n'en a pas honte, ce n'est pas la petite fille de 15 ans qui aura honte de mettre un truc comme ça. Je voudrais ajouter quelque chose, Yves Balogun, si vous le permettez. Allez-y. Parlons des modèles. Pendant les vacances, c'est ces moments-là que les concerts s'organisent dans les grandes villes de notre pays, où les artistes font des tournées. Mais ces artistes-là sont-ils des modèles? C'est une grande question. Ouais. Les artistes, pour la plupart... C'est justement les artistes qu'on veut copier. Justement, les enfants... qu'on le veuille ou pas, les enfants suivent ce que nous diffusons à la télé. Les enfants suivent ce qui se produit sur les réseaux sociaux. Et les artistes font des tournées. Mais regardez des artistes sur des podiums. S'ils ne sont pas carrément nus pour les femmes, ou bien porter des collants qui moulent leur corps au point de faire apparaître des zones érogènes, c'est plutôt les garçons ou bien les hommes artistes qui sont en débardeur. Un homme normal qui veut sortir de sa maison, de tatouages sur le corps. Avec plein de tatouages sur le corps et qui n'hésite pas à fumer sur la scène. Tout à fait. Maintenant, au-delà de tout ça, le contenu des tests. Je suis sûr que vous n'aurez pas du plaisir, par exemple, à sortir avec votre petite famille, avec vos enfants dans un restaurant, et puis pendant que vous mangez, on met le son d'un artiste qui commence par faire l'apologie du sexe, l'apologie de la dépravation. Ça n'éduque pas. Ça n'éduque pas. Est-ce que vous serez à l'aise? Mais les portes des spectacles sont ouvertes pour les enfants pour aller suivre ces concerts-là. Tout à fait. Si au moins ces concerts étaient dans des cadres privés, on pourrait alors comprendre que certaines personnes se donnent le luxe alors d'appeler ces artistes-là dans leur cadre fermé, dans un cadre fermé pour faire leur show. Mais quand on expose la population à ça et que dans le même temps, on veut transmettre des valeurs à des générations qui arrivent, je pense qu'on est en train de vivre dans une dichotomie qui ne dit pas son nom. Au nom de la culture, au nom de la liberté, on se donne des libertés qui privent la génération qui arrive de son avenir. Mais cette dichotomie que vous soulevez appelle à une responsabilité collégiale parce qu'il y a des gens ceux qui organisent les concerts, c'est des personnes responsables qui reçoivent des autorisations des personnes responsables. Je ne vous arrête pas, mais je vous arrête tout de suite. Ceux qui organisent les concerts sont des mercantiles. Ce sont des commerçants. Mais ce sont des pères et des mères de famille aussi. Non, aussi. Attendez, avant d'être mères et pères de famille, eux, ils ont une vision. Ils veulent engranger beaucoup de sous. Est-ce que vous savez le monde qui tourne autour d'un spectacle? Ceux qui louent les chaises, ceux qui louent les chicanes, la sonorisation, la lumière, ceux qui vont faire la pub, ceux qui vont faire le maquillage, ceux qui vont faire les costumes. Le promoteur lui-même, en background, lui veut avoir son CFA. Ça s'arrête là. Le message de l'artiste, le message que l'artiste porte ne l'intéresse pas. Au contraire, c'est lui le grand promoteur, c'est son nom que tout le monde crie. Mais quelle est l'éducation qui est derrière tout ça? Maintenant, est-ce que les parents interdisent ces choses-là aux enfants? C'est possible. Je suppose que papa et maman sont au boulot.
Maman est au marché en train de s'occuper de ses affaires. À 4 h du matin, elle est déjà en route pour aller à Seko ou bien à Boycon pour chercher de la marchandise et revenir à Cotonou. Papa déjà à 6 h, 7 h, il est au boulot. Il va dire, vous et moi, on vient ici parfois à 4 h du matin. Absolument. Toute la journée, on est là jusqu'à 23 h, parfois 0 h. L'enfant est livré à lui-même. Si l'enfant n'a pas la crainte des parents, mais vous ne pouvez pas savoir ce que votre enfant est sorti pour aller faire. L'enfant sort en groupe, c'est les vacances, on va se retrouver à la plage, on se cotise 500 000 francs, 2000, et puis bon, on se saoule la gueule. Il y a aussi le problème de l'alcoolisme. Vous voyez des enfants aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui fument comme des locomotives. Vous les voyez boire comme des trous de l'alcool. Alors, il y a un véritable problème qui se pose. Maintenant, quand les vacances finissent et qu'on doit reprendre l'école, la même assiduité ne se retrouve pas à s'occuper des cours comme on s'est occupé des spectacles pendant les vacances. Donc je pense qu'il va falloir que les autorités, d'abord les parents, qu'on le veuille ou pas, l'enfant, c'est notre responsabilité de le redresser. Quand il va devenir grand, nous allons devenir grand-père, grand-mère. Est-ce que nous serons fiers des petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, de les voir dans certaines postures? Il faut qu'on se pose cette question-là. On n'est pas là pour faire la morale à quelqu'un, mais nous vivons dans la même société, nous tous, et nous devons laisser, comme le disait mon vis-à-vis, un héritage plus potable à nos enfants. Alors, Mathieu, dans un monde, parce qu'on ne va pas rester uniquement dans le cas du Bénin, dans un monde qui comment je vais parler le français? Qui se mondialise. En fait, dans un monde où la dépravation devient presque la norme aujourd'hui, à quoi est-ce que nous exposons nos enfants à cette allure face au diagnostic fait par Alain? Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, quand vous suivez les médias au plan international, il y a quand même un certain sérieux qui se note. Lorsque vous voulez vous habiller d'une certaine manière, c'est que vous vous retrouvez dans un certain cadre. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire chez nous. Nous n'arrivons pas à faire la différence entre un artiste qui va sur scène, un jeune qui veut se promener dans la rue, un enfant qui sort pour aller acheter du pain. Et vous allez voir même de grandes dames mettre des tenues de soirée en plein midi et circuler dans la ville et penser que elles sont très bien habillées et qu'il n'y a rien à reprocher. Donc il faut commencer par là. Et les médias ont un grand rôle à jouer. Monsieur Alain disait tout à l'heure que quand on sort de la maison, on ne sait pas ce que l'enfant peut... Même quand vous y êtes, et que l'enfant n'est même pas sorti de la maison, vous ne pouvez pas le contrôler. Tant qu'il a un smartphone sous la main, mais il devient totalement incontrôlable. Et là encore, l'enfant, vous pouvez être même là, l'enfant va sortir de la maison, vous ne savez pas ce que l'on va faire au dehors. Le problème des smartphones, moi je pense, ça c'est personnel, je pense qu'il y a un âge que l'enfant doit atteindre une certaine maturité avant que le parent l'autorise à avoir un smartphone. Mais cette maturité, selon vous, ce serait quel âge, cette maturité? Vous savez, la maturité, malheureusement, n'étant pas fonction d'âge, mais l'âge doit compter dans cette affaire-là. Si mon enfant a la possibilité d'aller voir de la nudité sur YouTube, d'aller voir de la dépravation sur les réseaux sociaux, moi, parent, je dois pouvoir le prévenir. Attention, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des phénomènes. Il y a l'homosexualité qui n'est pas admise encore en Afrique ou bien dans certains pays africains. Il y a la dépravation. Donc, ce n'est pas tout ce que tu vois sur les YouTube, bientôt sur les réseaux sociaux, qui sont dans la vraie vie, dans la vraie réalité. Donc, il faut faire attention. Ou alors, il faut installer un code parental. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, on a la possibilité de suivre le téléphone de nos enfants. Tout à fait. Et de contrôler, et de mettre même des restrictions. Même de mettre des restrictions, de poser des limites, des barrières à tout ce qu'ils peuvent consulter. Donc, il y a que, parfois, vous savez, nous aimons vivre un peu à l'occidental et tout, et puis on n'aime pas. Non, chez nous, jusqu'à un nouveau désordre. Pour redresser un enfant, il faut le chicoter. Quand il déraille... Vous savez que le châtiment est interdit dans notre pays. Le châtiment à l'école. À l'école, oui. Quelle est la loi? Mais c'est pareil à la maison aussi. Il faut éviter de taper les aucune loi jusqu'à ce jour ne nous interdit de redresser nos enfants chez nous. Je peux vous garantir que ceux qui interdisent le châtiment corporel à l'école, parmi ces autorités-là, il y en a qui ont des écoles où la chicote est la norme. Mais c'est ça. Non, il faut que vraiment, déjà depuis la maison, c'est le point le plus fondamental. Si la maison rate, l'enfant est récupéré dans la rue, et ce que la rue en fait n'est souvent pas bon à voir. Donc il faut que les parents depuis la maison mettent une certaine limite à tout ce que leurs enfants peuvent faire, au comportement et tout ça.
Il y a une anecdote qui me revient toujours en tête. Un de nos aînés, à un moment donné, a été nommé ministre du gouvernement. Cela fait très longtemps et il nous a raconté l'histoire un de ces jours. Il dit, dès que la nomination a été rendue publique, alors que tout le monde festoyait autour de lui, voilà sa maman qui débarque à 6 heures du matin. Et il était étonné de voir sa maman venir du village. Et la maman a dit, mais tu fais quoi ici, madame? Oh, tu aurais pu attendre, j'ai prévu aller au village aujourd'hui. La dame dit non, je suis venue te dire une phrase. Ne sois pas la honte de la famille. Et quand elle a fini de dire cette phrase, elle n'a pas bu de l'eau, elle est retournée dans son village. Donc, chaque famille devrait pouvoir dire à ses enfants, ne soyez pas notre honte quand vous êtes dans la rue. C'est très important. Et je suis d'accord avec vous, pas pour vous couper, parce que le prénom nous appartient. Mais le nom ne nous appartient pas. Vous êtes Ulvaeus. On peut avoir 10 millions d'Ulvaeus, mais vous êtes Balogun. C'est ça. Vous êtes donc une famille. Vous partagez ça. Moi, je suis Sochoumé. Oui. En tant qu'Alain, ben écoutez, d'Alain, il y en a plein. Même dans cette boîte, on est plein d'Alain. Mais chacun détient une parcelle, sinon une partie du patrimoine reliée à son nom. Et ça, c'est une image que vous projetez. Et justement, ça m'amène à dire que par le passé, on a pu remarquer que l'éducation n'est pas uniquement dans le cercle familial. Même la communauté éduque. Quand vous quittez la maison, vous sortez, des grands-parents dans la rue peuvent vous voir et vous dire « Retourne chez toi, te rhabiller ». Mais aujourd'hui... Vous avez d'où le problème est parti. Ce problème est arrivé le jour où quelqu'un a pensé qu'il faut clôturer sa maison et être à l'abri du regard des autres. Et c'est comme le dit... Dans notre communauté... Celui qui a clôturé pour la première fois sa maison a créé des problèmes à notre société. C'est tout. Parce que au village ou bien dans la communauté, votre fils est mon fils. Tout à fait. Il a l'obligation, lui, d'interpeller ma fille par rapport à un mauvais comportement. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un reproche à l'enfant de voisin. Il va vous dire, ou bien la voisine va vous dire, c'est vous, au nom de quoi vous vous adressez à mon enfant de cette façon-là. C'est mon enfant. J'en fais ce que je veux. Ah non, vous n'avez pas le droit de toucher. C'est votre enfant, d'accord. Mais il est citoyen d'une nation. Tout à fait. Et donc, je pense que il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Le respect que l'enfant donne aux voisins est l'honneur de sa famille. Le déshonneur de la famille vient également de l'impolitesse. Excusez-moi le thème, dont fait montre l'enfant vis-à-vis du voisinage. Donc, si on veut être ouvert d'esprit, je pense que les parents, d'une façon ou d'une autre, devraient commencer par lâcher du lest en se disant, si tu déconnes et que le voisin te frappe, c'est vrai, il y a peut-être des voisins qui vont abuser, mais en cherchant le fond de l'affaire, il n'y a pas très longtemps, mais si vous déconnez à la maison, le voisin vous règle le problème et le parent revient à la maison ajouter pour lui. Et là, ça vous forme et vous devenez un adulte responsable qui a du respect pour tout le monde, y compris le bien public. C'est ça. Alors, en fuite de responsabilité des parents qui aujourd'hui ne veulent plus imposer à leur enfant, ou plutôt ne veut plus contrôler leur enfant. Et l'État aussi qui, d'une façon ou d'une autre, a démissionné, parce qu'aujourd'hui, dans les concerts, comme on l'évoquait, les jeunes qui s'habillent n'importe comment, la police peut les réprimander. Au moins, il doit avoir quand même une certaine censure. Lorsque nous autorisons un concert, nous devrons pouvoir censurer un certain nombre de faits, de choses qui se passeront à ces moments-là. Alors, avec les parents qui aujourd'hui ont du mal à bien contrôler leur enfant et cette démission de l'État, notamment au niveau des concerts, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas sanctionner? Ben, c'est clair, il faut quand même mettre une certaine censure. Lorsque nous autorisons des concerts, nous devons pouvoir contrôler ce qui s'y passe. Sinon, c'est la porte ouverte à la dépravation. Si les parents ratent à la maison, au moins, on peut dire aux enfants, si vous ne nous écoutez pas, arrivez dans la rue, il y a des structures compétentes qui vont vous ramener à la raison. Et ça fera plus mal. Donc, si les enfants sont conscients qu'en allant à un concert mal habillé, on va les retourner à la porte, mais ils seront obligés de rentrer dans les rangs. C'est clair. L'État a complètement démissionné. Et je pense que quand on parle de sauvegarde des valeurs morales de notre société, l'État semble ne pas être concerné, mais l'État est le premier responsable. Est-ce que vous savez par exemple qu'au dernier concours de recrutement des futurs professeurs de sport en Côte d'Ivoire, l'Institut a dit si vous avez du tatouage au corps, vous n'êtes pas autorisé à participer à ce concours. C'est ça.
Voilà. Ça commence par là. Vous êtes libre d'avoir des tatouages plein le corps, ça c'est votre affaire. Mais si vous voulez faire partie du corps des enseignants... Voilà, si demain vous devez enseigner nos enfants, vous ne pouvez pas vous exhiber avec des tatouages partout. Ça commence par là. L'État peut dire, mais attention, il faut qu'on commence par mettre des freins. Mais c'est comme si c'est l'État même qui organise... Et à un moment donné aussi, il faudra peut-être retourner à la morale à l'école, au civisme aussi, parce que ce sont des choses qu'on a perdues totalement aujourd'hui. La meilleure morale de l'école s'enseigne déjà à la maison. Ça s'enseigne, ça s'impose aussi par voie d'autorité. Si la maison et l'État prennent leurs responsabilités, je crois que le problème sera déjà réglé. Si l'État installe l'enseignement de la morale à l'école et que les politiciens ne donnent pas le bon exemple. La morale, c'est d'abord l'imitation. L'enfant imite, l'enfant fait ce que lui voit. Vous ne dites pas que les politiciens ne donnent pas le bon exemple. Non, les politiciens, malheureusement, la plupart d'eux ne donnent pas de bons exemples. Merci à vous, chers confrères. Alex Choupoue, d'être passé sur ce plateau. Mathieu Darné, merci également pour ce décryptage. Merci. Tout de suite, le dossier de la semaine. Ça y est, les Béninois peuvent enfin consommer la nouvelle yam à foison. Le FA a donné son accord pendant le traditionnel rituel du 14 août au Palais Royal de Savalou. Danse et chants de la culture mari ont captivé la foule venue vivre ce grand événement culturel. La cérémonie de sortie de la nouvelle Iam Laboko se déroule sous le regard de Sa Majesté Dada Ganfong Bagidi 15. Un grand moment de communion et de réjouissance pour les fils et filles maris et tout le peuple béninois. L'Iam représente l'homme parce qu'elle passe 9 mois dans le sous-sol comme l'homme passe 9 mois dans le ventre. Et quand elle sort, il y a des rituels, comme quand nous naissons, on fait des rituels. Et c'est ce que nous faisons avant de consommer la nouvelle Iam, pour ne pas rencontrer des malheurs sur le chemin. Cette année, ça a été tellement bien organisé que nous sommes très fiers du nouveau roi qui a été élu, sans désordre, dans un délai précis et rigoureux. On vient de renouer avec une tradition qui remet tout le monde à l'aise et qui, en même temps, est un facteur d'unification, d'unité de la population, qui se retrouvent dans un rite qui leur appartient en commun. Les cérémonies se sont bien déroulées comme on le souhaitait. Et vous avez suivi la consultation qui a eu lieu est favorable pour l'année qui commence avec les nouvelles variétés. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles festivités encore plus belles à Savalou. Et donc, pour parler de l'INIAM, on reçoit pour vous ce matin Ardon Djenontin. Il est chercheur en humanité classique. Monsieur Djenontin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et pour m'accompagner dans l'entretien ce matin, Arnaud Adadia en place. Arnaud, bonjour. Ulvaïs Balobo, bonjour. Vous avez le plateau. Merci. Monsieur Ardon Djenontin, bonjour. Bonjour, monsieur. L'INIAM est devenu une matière à débat. L'INIAM a désormais même son palais, à telle enseigne que quand vous rentrez dans la ville de Cotonou, vous lisez sur certaines enseignes le palais de l'INIAM. Alors, qu'est-ce qui explique que la culture de la consommation de l'INIAM soit autant ritualisée? L'INIAM est un symbole fort pour nous, les descendants de Doudoua. C'est-à-dire? C'est-à-dire nous qui venons d'Ile-Ife. Nous qui venons d'Ile-Ife, l'INIAM symbolise pour nous un cycle cosmique. Notre calendrier s'articule autour de Ifa. Et Ifa repose sur les 4 éléments: l'eau, le feu, la terre, l'air. Et ces 4 éléments vont se mettre ensemble à travers une multiplication.
qui va donner une base de 16. D'accord? D'où les 16 signes mères de Ifa qui s'articulent autour des 4 éléments et de leur combinaison désormais entre eux. Donc, nous avons une base de 16. Cette base de 16 au carré va nous donner les 256 signes mères de Ifa et également exactement le nombre de jours que l'IAM met sous terre pour germer, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc, lorsque l'IAM est à maturation et qu'on peut récolter, normalement, l'IAM ne se récolte pas au hasard. Puisque comme on connaît la date à laquelle l'IAM a été mis sous terre, on peut consulter les cycles d'Ifa parce que nous, notre calendrier s'articule autour de 16 jours. Et durant ce cycle, nous sommes sous la tutelle d'une entité. Comme on peut dire, par exemple, Tchetula Klebo, Djogwe. Vous voyez. Donc, c'est cette entité qui nous conduit durant ces 16 jours. Et les Babalaos savent les rituels qu'ils doivent être en train de faire. Donc, c'est comme ça qu'on accompagne l'IAM et qu'on est sûr que lorsque nous avons atteint les 256 jours, l'IAM est à maturation et peut être récolté. Et comme c'est le symbole de notre identité, comme c'est le symbole de la grâce de la terre qui a su préserver cette précieuse tubercule, ce précieux, pardon. Bon, cette précieuse, c'est vrai que c'est sûr parce que les enfants nous le français n'est pas notre langue, donc on peut évoluer. Ce précieux tubercule est le protégé des rongeurs, de toutes ces intempéries, et sorti ça à bonne date, comme l'enfant, ça se célèbre. Et ça se célèbre en rendant hommage aux divinités à qui on présente l'IAM d'abord. Donc ce sont les divinités, notamment les entités liées à la terre qui ont le droit de recevoir premièrement la nouvelle IAM. Ensuite, les têtes couronnées et les dignitaires de culte. Et jusqu'à ce moment, parce que j'ai vu dans l'élément tout à l'heure, il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué comme cela se doit. Ouais, si vous êtes initié à Ifa, même si on fait ce rituel, vous ne pouvez pas manger l'IAM. Vous ne mangez l'IAM que lorsque votre fa a mangé l'IAM. Donc si quelqu'un est initié au fa et va à Savalou, et parce qu'on a dit qu'on peut manger l'IAM, mange l'IAM là-bas alors que son fa n'a pas encore mangé la nouvelle IAM, cette personne est fautive. Justement, sur cet aspect spécifique, on y reviendra, mais avant, moi je m'en vais vous demander, la fête de l'IAM qui est célébrée à Savalou, vous donnez à cette fête-là quel sens? Pour moi, c'est une fête collective. Je ne prends pas Savalou de façon spécifique. Juste que peut-être qu'ils ont suffisamment été malins pour accentuer assez de communication autour. Sinon, comme je le disais sur un plateau récemment, il y a le Donkonru qui est célébré chez les Bariba et qui est très bien célébré. Et le Donkonru est rattaché à la nouvelle IAM, toujours, même si, bon, aujourd'hui, on essaie de trouver des juxtapositions avec le calendrier musulman, c'est purement lié à l'IAM. Et
Maintenant, certaines personnes, certains dignitaires de culte dans les culturels Bariba vont plus loin. Ils fêtent ce qu'on appelle le Sokoudirou. Et ça, c'est spécifiquement dédié à l'IAM. Vous voyez, quand vous allez dans les culturels Yoruba, avant même qu'on ne sait, ça dit, c'est très puissant encore dans les culturels Yoruba, mais on ne met pas uniquement l'IAM devant. Parce que bon, aujourd'hui, et c'est un peu aussi malheureusement ça, on s'articule autour de l'aspect festif de la chose et éventuellement de l'aspect rituelique. Et c'est tout. Puisque, et c'est aussi un peu nous, notre combat au sein de Oustarabou, c'est d'éviter d'associer tout ce que nous sommes, le vaudou, d'associer ça au culte et aux fêtes. Donc, si on vous comprend bien, en résumé, toutes les communautés du Bénin qui connaissent la culture de l'Ignam ont toujours célébré quelque chose pour l'Ignam avant la consommation de l'Ignam proprement dite. C'est ce que vous avez bien voulu dire. Sauf qu'à Savalou, les gens ont su donner toute la force de communication qu'il faut à la fête. En résumé. Maintenant, on constate que, on reste toujours dans les communautés, on constate que dans certaines communautés, si le fa du roi ne prend pas l'igname, personne n'a le droit de consommer l'igname, même si on a fini la récolte. Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, vous savez, si on doit véritablement, et c'est pour ça que moi j'aime prendre pour ressources l'humanité classique. D'accord. Oui. Les humanités classiques. Oui, c'est-à-dire. Les humanités classiques, ce sont les toutes premières formes de civilisation qu'ont connues les peuples mères, c'est-à-dire les essences. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle des rois, par exemple, il y a environ, ça ne fait que 400 années derrière. Mais avant ça, comment on vivait? C'est-à-dire, en un mot, nos ancêtres. Nos ancêtres. Ceux qui nous ont précédés. Oui, par exemple, quand vous allez chez les Roli, qui pour moi est un des peuples les plus anciens qui existent au Bénin, ils n'ont pas de roi. Vous comprenez? Oui. Ils n'ont pas de roi, mais leur société est très bien structurée et très bien organisée. Donc, que personne n'ait le droit de consommer l'IAM si le fa du roi n'a pas consommé l'IAM. Ça, c'est lié aux cultures royales. Ce n'est pas lié à notre essence. Il faut pouvoir faire la part des choses. L'Afrique n'a pas été que toujours royale. Mis à part cet aspect, on constate aussi qu'on assimile l'igname à l'homme et puis on rapproche le fait de semer l'igname de l'acte sexuel. Et nous avons besoin des informations pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces nombreuses interprétations. On estime que le fait de mettre sous terre l'igname, c'est comme un acte sexuel que l'homme est en train d'avoir. Vous savez, les hommes ont toujours tendance à confondre leur compréhension personnelle avec la nature, avec ce que la nature fait. Moi, je m'instruis beaucoup auprès de la nature, parce que la nature, elle ne trahit pas quand on l'observe comme cela se doit. Je n'irai pas parler d'actes sexuels. Ce que je sais, c'est que nous avons dans la nature des symboles qui sont très forts. Et ces symboles, au-delà de ce que nous pouvons juste lire, apercevoir selon nos niveaux de connaissance, ont également des puissances, comme l'Iam, comme l'Iroko, comme le baobab, comme beaucoup de plantes dans la nature qui sont très vertueuses. Et donc, vis-à-vis de ces plantes, il faut avoir un comportement pur. Il faut être dans la pureté. Si on m'avait dit, par exemple, qu'avant de planter l'IAM sous terre, il faut s'abstenir de rapports sexuels quelques jours avant, par exemple, je serais entièrement d'accord.
entièrement d'accord parce que c'est une plante qui est sacrée, si vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que c'est le témoin pour nous du calendrier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand nous avons récolté l'IAM, l'année n'est pas terminée. D'accord? C'est un cycle qui est terminé. Maintenant, l'année, la terre va se restituer. Et donc, chacun des éléments doit retourner à ses polarités d'essence. Donc, nous nous retrouvons dans un univers de 4 fois 2 parce qu'il faut aller vers l'équilibre. C'est pour ça que beaucoup disent que le chiffre 8 est le chiffre de Dieu. 4 fois 2, ce qui va nous donner 8. Et nous allons toujours accomplir notre cycle de 16 jours. Donc ça va faire 16 fois 8, ce qui va nous donner 128 jours. Donc nous allons observer 128 jours où la terre va se reposer pour se restituer, pour se régénérer et être à nouveau prête à la semence. Et durant ces 128 jours, on va faire des rites en continu. C'est pour ça que juste après la célébration de l'Iyam, quand vous regardez dans l'ère culturelle Yoruba, la divinité Oro va suivre. Et la divinité Oro va suivre pendant 2 semaines parce que en réalité, lorsqu'on parle de la divinité Oro, c'est un peu comme la foresterie. Si on doit faire une parallèle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ainsi dit, vous êtes d'accord que des rites soient célébrés pour l'Iyam, mais vous n'êtes pas d'accord que l'Iyam soit assimilé à un homme. Mais dans les communautés, on attend que l'Iyam, c'est un bébé. Désormais, quelle conception doit-on garder selon vous? Bon, je pense que celui qui dit que l'Iyam est un bébé, c'est ce qu'il dit. D'accord? Je ne pense pas qu'on soit endoctriné au point de vouloir substituer quelque chose à autre. Comme je vous ai dit, moi je m'instruis énormément auprès de la nature, et ce que la nature m'enseigne, c'est que chaque chose doit rester à sa place. Alors ceux qui estiment donc que vous l'avez expliqué, c'est un cycle. L'Iyam, c'est un peu comme le cycle de la vie, c'est un peu comme l'énergie cosmique. Bien sûr, c'est en réalité, il ne faut pas qu'on fasse de l'Iyam une divinité, non. C'est-à-dire que l'Iyam nous renseigne sur un cycle. D'accord? Après, c'est à nous de savoir comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de cette information-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la symbolique de l'Iyam, de ce que je sais, c'est que c'est 256 jours. Est-ce que l'Iyam, c'est la vie, selon vous? L'Iyam n'est pas la vie. Pour moi, l'Iyam n'est pas la vie. L'Iyam est source de vie comme plusieurs autres choses. L'Iyam n'est pas la vie, mais vous êtes d'accord avec le Fa et les signes du Fa, le Fadou. Et je veux vous rappeler une allégorie du Fa, dans la 16e maison du Fa, que vous connaissez très bien, le Fumeji. Et si vous en rappelez, il est dit dans cette allégorie que Dada Segbo a réuni certaines créatures. Et à ces créatures, il leur a lancé un défi. Celui d'entre vous qui va réussir à accepter l'épreuve de la mort, de passer par l'épreuve de la mort et de revenir à la vie, c'est à lui que j'accorderai la gloire. Cette allégorie que moi personnellement je m'amuse à assimiler un peu à l'histoire du crucifix du Christ dans une autre religion. Mais que dites-vous de l'Iyam par rapport à cette allégorie-là? Puisque au bout du rouleau, c'est l'Iyam qui a remporté. Puisque même quand vous découpez la tête de l'Iyam et que vous mettez ça sous terre, l'Iyam ressort. Vous devrez en savoir quelque chose. J'aurais souhaité que vous nous enrichissiez davantage.
L'iam n'est pas la seule plante qui possède cette vertu. Il y a d'autres plantes que moi je connais dans la nature qui repoussent dans des conditions même les plus extrêmes, autres que l'iam. Comme je le dis, l'iam occupe une place de choix. Okay. D'accord? L'iam occupe une place de choix et j'ai dit, nous qui nous revendiquons d'Ile-Ife, nous devons célébrer l'iam. Mais il ne faut pas non plus faire d'amalgame. C'est ce que je dis, tout simplement. Parce que si nous commençons, nous allons nous retrouver dans de la théorisation à ne plus en finir. Alors que le but n'est pas là. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre déjà que si nous célébrons si tant l'iam, nous devons commencer par ne plus avoir de l'iam avec de l'engrais, par exemple. C'est-à-dire les combats que moi j'aurais souhaité que, par exemple, quand on célèbre l'iam, que les communes, les maires s'engagent, les têtes couronnées s'engagent à dire désormais, dans telle localité, nous n'allons produire de l'iam que dans des conditions écologiques. Ce serait déjà un grand pas. Et je pense qu'en faisant ça, on va attirer davantage de touristes parce qu'on sait déjà qu'au moins en cette période, si je viens dans cette localité, je suis convaincu de manger de l'iam produit dans des conditions saines. Alors, M. Djanontin, je vous remercie. Ulvaïus, ainsi dit, si on comprend M. Djanontin, l'iam demeure. L'iam est compte tenu de son importance dans le cycle de l'année. Absolument. Il faut lui célébrer juste des rites. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Je vous retourne le micro. Merci à vous, Arnaud Adadia. Ardant Djanontin, merci pour cet éclairage. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon, quelque chose à ajouter. C'est que ça passe très vite. On a beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que ce débat, il est vaste. Oui. Vous voyez. Et nous, ce n'est pas qu'on remet du tout en cause la place de l'iam, mais il ne faut pas aller vers de l'idolâtrie. C'est juste ce que nous disons, parce que ce que nous avons constaté pendant longtemps dans notre tradition, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui a coupé un peu le pont avec les essences et qui véhicule beaucoup plus le cultuel. Et qu'il faut en finir désormais. Voilà. Non, il faut rééquilibrer. C'est pas qu'il faut en finir. Mais il faut rééquilibrer pour dire que derrière le cultuel, c'est de la science. Il faut dépasser le cadre des préjugés sociaux. C'est de la science. Pour entrer dans le rationalisme. Exactement. Mais cette science ne peut pas être transmise à tout le monde non plus. Seuls les initiés ont droit pour comprendre cette science. Bien sûr, l'initiation, et c'est aussi un de nos combats. Par exemple, quand on dit initiation. Monsieur Adam Djanontin, on espère que les téléspectateurs vous auraient compris. On reviendra sur... On va revenir sur le vif, en tout cas dans le fond de ce sujet-là. Avec vous, Ardant Djanontin. C'est tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV le 3, www.ortv.bj, également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week Echo. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.